Il était une fois une jeune fille qui s'appelait Dorothy. Dorothy vivait dans une ferme avec sa tante Em et son oncle Henri. Ce jour-là, Dorothy n'avait même plus envie de jouer avec son chien. Elle se sentait triste, comme si elle avait un mauvais pressentiment. Un ouragan arrive sur nous. Allons vite au sous-sol. Tante Em appela aussitôt Dorothy pour qu'elle vienne se mettre à l'abri. Toto, viens ici. Nous devons descendre nous mettre à l'abri au sous-sol. Dorothy dut se glisser sous son lit pour attraper son chien. Mais au même moment, la maison de la ferme se mit à trembler furieusement. Puis la maison commença à se soulever et à tourner sur elle-même. La petite fille s'efforçait de s'accrocher à quelque chose tout en essayant d'attraper son chien. Elle était sur le point de s'envoler par la porte quand elle réussit à l'attraper. En regardant à la fenêtre, Dorothy ne vit rien d'autre que le ciel et les nuages autour d'elle. Elle comprit alors qu'elle volait dans le ciel. La maison tourbillonnait si vite que la tête commença à lui tourner. Ne voyant plus rien de ce qui se passait autour d'elle, elle finit par s'écrouler sur son lit, endormie. Dorothy se réveilla dans une grande secousse. Son lit fit un tel bond que la fillette se retrouva projetée par terre. Alors elle se rendit compte que la maison avait fini de tourner. Le soleil brillait à la fenêtre et Dorothy vit que la maison avait à nouveau atterri. Elle se précipita dehors et fut émerveillée de ce qu'elle vit. Elle n'en croyait pas ses yeux. De magnifiques champs de fleurs s'étendaient à perte de vue. Soudain, Dorothy aperçut de petits hommes qui accouraient vers elle. Ils portaient tous de petits chapeaux pointus, au bout desquels étaient accrochées de petites clochettes qui tintaient. Les hommes étaient vêtus d'un uniforme bleu et avaient tous une longue barbe. Quand les petits hommes arrivèrent tout près de Dorothy, une petite dame en robe blanche apparut devant elle. « Ô grande magicienne, bienvenue à vous. Je suis la gentille sorcière du Nord et voici mes amis, les nains. Je vous remercie de nous avoir débarrassés de la vilaine sorcière de l'Est et de nous avoir sauvés. » Mais c'est que... merci, mais vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. La gentille sorcière du Nord montra à Dorothy la maison qui était derrière elle. Coincée sous la maison, on voyait dépasser 2 jambes dont les pieds étaient chaussés de 2 souliers d'argent. Dorothy comprit que la maison venait d'atterrir sur la méchante sorcière. Je suis vraiment désolée. Je ne l'ai pas fait exprès. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? La seule chose que vous ayez à faire, c'est accepter les souliers d'argent de la méchante sorcière de l'Est comme un présent. Dorothy ôta ses vieilles chaussures et enfila les souliers d'argent. Pouvez-vous m'aider à rentrer chez moi maintenant? La seule personne ici qui puisse vous aider, c'est le grand magicien d'Oz. En suivant la route de briques jaunes, vous arriverez à la cité d'Émeraude. Une fois là-bas, vous devrez demander la permission de monter pour voir le magicien d'Oz. Dès qu'elle eut fini de parler à Dorothy, la gentille sorcière disparut. Les nains saluèrent Dorothy et s'en allèrent à leur tour. Après avoir marché un long moment, la jeune fille et son chien sentirent le besoin de se reposer et s'arrêtèrent au bord d'un champ de maïs. Au milieu du champ, Dorothy aperçut un épouvantail. Curieuse, elle s'avança vers lui. « Bonjour, jeune fille. Qui es-tu donc ?» Dorothy fut un peu surprise de l'entendre parler, mais elle lui raconta tout ce qui lui était arrivé. « Moi, je ne sais rien du tout. Ma tête est remplie de paille. Mais si je vais à la cité d'Émeraude avec toi, tu crois que le magicien d'Oz pourra me donner un cerveau ?» Dorothy détacha l'épouvantail de son support et ensemble, ils se mirent en route sur le chemin de briques jaunes. Quelques heures plus tard, alors qu'ils traversaient la forêt, ils aperçurent quelque chose qui brillait entre les arbres. En s'approchant un peu, ils découvrirent qu'il s'agissait d'un bonhomme en fer blanc. Le bonhomme de fer se tenait immobile. « Aidez-moi, je vous en prie. Je suis tout rouillé et cela fait bien longtemps que je n'ai pas réussi à faire le moindre mouvement. » Comment pouvons-nous t'aider?
Là-bas, vous trouverez ma cabane. Allez-y et prenez mon bidon d'huile pour graisser mes articulations. Dorothy fit ce que l'homme de fer lui avait demandé. Elle versa de l'huile sur chacune de ses articulations et le bonhomme put à nouveau bouger. Merci beaucoup. Mais que faites-vous par ici? Une fois de plus, Dorothy raconta tout ce qui lui était arrivé. Crois-tu qu'il pourrait me donner un cœur? Alors le bonhomme de fer se mit en route avec eux. La forêt était de plus en plus sombre. Soudain, ils entendirent un terrible rugissement et un lion bondit devant eux. Mais quand Toto se mit à aboyer, le lion recula brutalement en tremblant de peur. Mais enfin, comment un gros lion comme toi peut avoir peur d'un si petit chien? Je sais, je suis un trouillard. Tout m'effraie. Le moindre petit bruit me fait peur. Allons, ne pleure pas. Écoute, mon ami, nous allons rencontrer le magicien d'Oz. Nous avons tous quelque chose à lui demander. Peut-être qu'il pourrait te donner du courage? Le lion essuya ses larmes et accepta avec joie de se rendre à la cité d'Émeraude avec eux. Ils marchèrent un long moment. L'épouvantail leur montra au loin le ciel qui brillait d'une lueur verte. La cité d'Émeraude n'était plus très loin. Au bout d'environ 2 heures de marche, ils arrivèrent enfin aux portes de la cité d'Émeraude. Nous sommes venus voir le magicien d'Oz. Pour entrer dans le château, ils devaient tous porter des lunettes pour éviter d'être aveuglés par la lumière éblouissante de la cité d'Émeraude. Dans la cité, les maisons, les rues et même les vêtements des gens étaient verts. Tout scintillait du même éclat. Ils arrivèrent enfin au château. Dorothy fut la première à entrer pour voir le magicien. La jeune fille entra d'un pas hésitant et découvrit une grosse tête qui flottait juste au-dessus du trône. Je suis le puissant et redouté magicien d'Oz. Et toi, qui es-tu qui viens ici? Pourquoi veux-tu me voir? Et où as-tu trouvé ces souliers d'argent? Je m'appelle Dorothy. Je suis venue vous demander votre aide. Dorothy raconta tout ce qui s'était passé au puissant magicien d'Oz. Le magicien d'Oz accepta de venir en aide à Dorothy à condition qu'elle se débarrasse de la méchante sorcière de l'Ouest. Terriblement déçue, Dorothy retourna voir ses amis en pleurant et leur raconta ce que le magicien d'Oz venait de lui demander. Ils décidèrent tous ensemble de trouver la méchante sorcière de l'Ouest et de se débarrasser d'elle. Le lendemain matin, ils quittèrent la cité d'Émeraude et commencèrent leur voyage vers le château de la vilaine sorcière. La méchante sorcière de l'Ouest n'avait qu'un œil, mais elle pouvait voir de très loin. Quand elle vit Dorothy et ses amis s'approcher de son château, elle fit venir ses abeilles géantes. Allez piquer ces intrus! Dorothy et ses amis voyaient les abeilles foncer sur eux, mais ils n'avaient plus le temps de fuir. Épouvantail, protège Dorothy, Toto et le lion avec ta paille pour que ces abeilles ne puissent pas les piquer. Comme l'épouvantail avait protégé les autres avec sa paille, toutes les abeilles se ruèrent sur le bonhomme de fer. Mais évidemment, elles perdirent toute leur dard et tombèrent sur le sol les unes après les autres. Cette fois, la vilaine sorcière envoya ses singes volants pour chasser Dorothy et ses amis. Les singes de la sorcière se lancèrent à l'attaque. L'un d'eux attrapa l'épouvantail et le jeta en haut d'un arbre. Un autre se saisit du bonhomme de fer et le lança du haut d'une falaise. D'autres ficelèrent le lion pour le ramener à la sorcière. Enfin, tous les singes volants vinrent encercler Dorothy. Mais quand ils virent qu'elle portait les souliers d'argent, ils décidèrent de ne pas lui faire de mal et se contentèrent de la conduire au château. En voyant les souliers d'argent aux pieds de la jeune fille, la vilaine sorcière de l'Ouest fut effrayée. Mais elle se rendit compte que Dorothy n'avait aucune idée du pouvoir de ses chaussures. Donne-moi ces chaussures immédiatement!
Non, pas question. J'ai dit donne. La sorcière s'avança vers Dorothy. Comment as-tu su que l'eau était la seule chose qui pouvait me détruire? Oh non, je suis désolée, pardon. En poussant un long cri, la sorcière fondit littéralement. Il ne resta plus que ses vêtements sur le sol. Dorothy alla aussitôt libérer le lion de la cage où il était enfermé, puis ils allèrent tous les deux chercher l'épouvantail et le bonhomme de fer. Tous ensemble, ils retournèrent à la cité d'Émeraude pour dire qu'ils s'étaient débarrassés de la méchante sorcière de l'Ouest et qu'ils désiraient voir le magicien d'Oz. Cette fois, le puissant magicien les reçut tous ensemble. Quand ils entrèrent dans la salle du trône, ils entendirent un son assourdissant. « Je suis le puissant magicien d'Oz. Pourquoi venez-vous me voir ?» Toto eut si peur qu'il courut se cacher dans un coin de la pièce et fit tomber un paravent. Derrière le paravent apparut un vieil homme, petit et chauve, qui tenait devant lui quelque chose qui ressemblait à un corps. « Mais qui êtes-vous donc ?»« Eh bien, je suis le puissant magicien d'Oz. » »« Vous êtes le magicien d'Oz? Mais comment est-ce possible ?» Le vieil homme accepta de leur raconter son histoire. Autrefois, il travaillait dans un cirque. Il y présentait un numéro où il s'envolait en montgolfière. Un jour, le vent souffla si fort qu'il le transporta jusque dans ce château. Le peuple de la cité d'Émeraude le prit pour un magicien venu des cieux et lui demanda de diriger la cité, ce qu'il accepta. « Et qu'en est-il de vos promesses ?» Le magicien répondit au bonhomme de fer qu'il pouvait lui donner un cœur immédiatement. Il fouilla dans son coffre et en sortit un petit cœur en peluche qu'il alla placer dans sa poitrine. Le bonhomme de fer se sentit beaucoup mieux. Puis le vieil homme s'approcha de l'épouvantail. Il ouvrit la couture de sa tête, plaça une poignée de grains de blé à la place de la paille, puis il referma la couture. Ensuite, ce fut au tour du lion peureux. Le magicien prit un flacon doré, versa de la potion dans un bol et demanda au lion de boire cette potion de courage. Le lion but la potion et tout à coup, il quitta son air faible et apeuré et se mit à rugir comme le puissant fauve qu'il était. Le magicien d'Oz leur sourit. En réalité, il ne leur avait rien donné. Toutes ces choses qu'ils venaient de recevoir, ils les avaient déjà en eux, mais ils ne savaient pas comment s'en servir. À présent, c'est ton tour, ma chère Dorothy. À vrai dire, tu as exactement ce qu'il te faut avec toi depuis que tu es arrivée dans ce pays. Si tu tapes tes chaussures l'une contre l'autre 3 fois, tu peux aller instantanément partout où tu le veux. Alors j'aurais pu rentrer chez moi quand je le voulais depuis le début? Peut-être, mais si tu étais parti plus tôt, je serais resté attaché dans ce champ toute ma vie. Moi, j'aurais fini complètement rouillé, ça ne fait pas de doute. Et moi, je ne serais jamais devenu un lion courageux. Dorothy serra chacun de ses amis très fort contre elle et leur fit ses adieux. Puis elle prit Toto dans ses bras et tapa ses chaussures 3 fois en disant qu'elle voulait rentrer chez elle auprès de son oncle et de sa tante. En quelques instants, elle se retrouva assise dans son jardin. Toute excitée, elle regarda autour d'elle et vit son oncle et sa tante qui accouraient. Elle était tellement heureuse. Regarde, Toto, on est à la maison. La jeune fille paresseuse et la jeune fille travailleuse. Il était une fois un père et ses 2 filles qui vivaient ensemble dans un pays lointain. Une des filles était travailleuse et l'autre très paresseuse. Ma sœur, tu ne fais jamais rien. Tu pourrais m'aider? Oh, mais à quoi bon? Tu le fais très bien. Pourquoi je m'embêterais à faire le ménage? Je n'ai aucune envie de me salir les mains. Leur père, qui était très âgé, travaillait dur et était bien fatigué.
Le soir, leur repas n'était fait que d'une soupe et d'un peu de pain sec. Un jour, le père fit une demande à ses filles. « Mes chères filles, vous êtes tout ce qu'il me reste. Je vous aime beaucoup, mais je ne peux plus subvenir seul à vos besoins. Vous avez grandi, vous êtes des femmes maintenant. Vous êtes en âge de gagner votre vie et de vous prendre en main en adulte. Je veux que vous envisagiez toutes les deux de trouver du travail. » Tu as raison, papa. Dès demain matin, je partirai pour chercher du travail. Et toi, qu'en dis-tu, ma fille? Si ma sœur travaille, eh bien, ce sera suffisant pour t'aider. Et moi, je n'aurai qu'à m'occuper de la maison. Le vieil homme fut rassuré de voir ses filles si motivées. Le lendemain, alors que la jeune fille travailleuse quittait la maison pour chercher du travail, son père s'avança vers elle. « Ma chère fille, j'ai un conseil à te donner. Ne refuse jamais d'aider quelqu'un qui te le demande. Sois travailleuse, serviable, aime ton travail. Fais les choses qu'on te demande de faire avec soin et bonne volonté. » Merci pour tout, papa. Je serai consciencieuse et je suivrai tes conseils. La jeune fille travailleuse se mit en route, tandis que la jeune fille paresseuse, qui prétendait s'occuper de la maison, ne faisait rien du tout. La maison était de plus en plus en désordre et plus sale de jour en jour. La jeune fille travailleuse marcha pendant des jours, sans trouver personne pour l'embaucher. En chemin, la jeune fille travailleuse rencontra un arbre dont les racines et les branches étaient toutes sèches. « Bonjour, jeune fille, accepterais-tu de nettoyer un peu mes branches et de donner de l'eau à mes racines ?» La jeune fille travailleuse nettoya toutes les vieilles branches de l'arbre, sans se soucier de ses mains écorchées. Puis elle arrosa ses racines avec l'eau de sa gourde. « Ah, merci beaucoup, jeune demoiselle. Mais maintenant, c'est toi qui n'as plus rien à boire dans ta gourde. » Ça ne fait rien. Tu avais besoin de mon aide, alors je t'ai aidé. Je trouverai sûrement de l'eau quelque part en chemin. La jeune fille travailleuse se remit en chemin. Un peu plus loin, elle passa devant un four en pierre dont plusieurs parties étaient cassées. « Bonjour, jeune fille. Tu pourrais me réparer pour que j'aie meilleure allure ?» La jeune fille travailleuse ramassa de la boue par terre et reboucha toutes les fissures du four. « Merci beaucoup, jeune fille. Mais regarde, tu es toute sale à cause de moi. » Oh non, ça ne fait rien. Ne t'en fais pas. Tu avais besoin d'aide? Alors je t'ai aidé. La jeune fille travailleuse s'éloigna du four bien réparé et continua sa route. Au bout d'un moment, elle rencontra un petit agneau. Le petit agneau était noir comme du charbon, de la tête aux pieds. Bonjour, jeune fille, regarde-moi. Je suis tombée dans un tas de charbon tout noir. Tu voudrais bien me laver dans l'eau du lac? La jeune fille travailleuse lava l'agneau avec l'eau du lac. L'agneau retrouva toute sa blancheur d'origine. Merci beaucoup. Mais à cause de moi, tu es toute mouillée maintenant. Tu avais besoin d'aide, alors je t'ai aidée. J'étais toute sale moi aussi. Ça m'a permis de me laver. La jeune fille travailleuse se remit en route. À la nuit tombée, elle arriva devant une somptueuse maison où vivaient 7 fées. La jeune fille travailleuse entra timidement. Bonsoir. Je suis désolée d'entrer chez vous sans y être invitée, mais je me demandais si vous auriez du travail à me donner. Tu peux rester ici si tu veux travailler pour nous. Nous avons 7 chambres en tout. Il faudra que tu nettoies 6 d'entre elles, chaque jour, consciencieusement, mais jamais tu ne devras entrer dans la 7e. La jeune fille accepta le travail. Elle nettoya les 6 chambres consciencieusement chaque jour, comme l'avaient demandé les fées, une année entière. Elle n'entra jamais dans la 7e chambre. Et quand elle eut gagné assez d'argent, elle demanda aux fées la permission de rentrer chez elle. « Bien sûr, jeune fille, tu peux rentrer chez toi. Tu l'as bien mérité. Mais dis-moi, pourquoi n'es-tu jamais entrée dans la 7e chambre ?»« Mon père
m'a appris à faire mon travail avec soin et bonne volonté. Mon travail chez vous consistait à nettoyer 6 chambres sans entrer dans la 7e. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que vous m'aviez demandé. On aimerait te remercier non seulement pour ton travail, mais aussi pour ton dévouement et ton honnêteté. Suis-nous. Les fées invitèrent la jeune fille à entrer dans la 7e chambre. En ouvrant la porte, la jeune fille découvrit des tas de pièces d'or et d'argent. Tu peux te rouler au milieu des pièces d'or et d'argent, et toutes celles qui se colleront à toi t'appartiendront. La jeune fille travailleuse se roula en tous sens au milieu des pièces. En se relevant, elle brillait comme une étoile avec toutes les pièces collées sur elle. La jeune fille travailleuse dit au revoir aux fées et rentra chez elle. En chemin, elle rencontra l'agneau qu'elle avait lavé. Il était couvert de perles. Je n'ai pas oublié l'aide que tu m'as apportée, jeune fille. Serre-toi, prends autant de perles que tu veux. La jeune fille travailleuse remercia l'agneau, passa des perles autour de son cou et de ses poignets, puis se remit en route. Elle passa devant le four en pierre qu'elle avait réparé. Je n'ai pas oublié l'aide que tu m'as apportée, jeune fille. Serre-toi, prends tout le pain chaud, tous les gâteaux que tu veux. La jeune fille travailleuse mangea un morceau de pain cuit dans le four et en emporta avec elle pour rentrer à la maison. Un peu plus loin, elle vit l'arbre qu'elle avait arrosé. Il était couvert de fruits. Approche, jeune fille. Je n'ai pas oublié l'aide que tu m'as apportée. Serre-toi, bois, prends tout le jus de fruits que tu veux. La jeune fille travailleuse le remercia et but une gorgée de jus avant de repartir. « Merci beaucoup, quelle aventure fructueuse !» Son père et sa paresseuse sœur vinrent l'accueillir. La jeune fille ouvrit son baluchon plein d'or et de perles. La jeune fille paresseuse fut folle de jalousie en découvrant que sa sœur était devenue si riche. Toutes ces pièces d'or. Je dois aller travailler pour une famille riche, moi aussi. Si ma sœur a reçu des perles, moi, j'aurai des émeraudes. La jeune fille paresseuse dit à son père qu'elle quittait la maison pour chercher du travail. Très bien, ma fille. Mais même à la maison, tu n'as jamais réussi à travailler. Tu es sûre que tu y arriveras ailleurs ? La jeune fille paresseuse s'en alla sans répondre à son père. Elle marcha nuit et jour. En chemin, elle rencontra un arbre dont les branches étaient sèches. L'arbre demanda de l'aide à la jeune fille. « Bonjour, jeune fille. Accepterais-tu de nettoyer un peu ?» Je ne peux rien faire pour toi, il fait trop chaud. Et je ne veux pas me décoiffer. Au revoir. La jeune fille paresseuse s'éloigna. Elle arriva devant un four en pierre plein de fissures. Le pauvre four craquelé lui demanda de l'aide. Je ne vais quand même pas m'abîmer les mains à faire de la maçonnerie pour te réparer. J'ai la peau trop fine et délicate. Débrouille-toi, au revoir. La jeune fille paresseuse n'aida pas non plus le four. Elle rencontra ensuite un petit agneau noir comme du charbon, qui lui demanda si elle pouvait le laver. Tu es dégoûtant. Écarte-toi de mon chemin. La jeune fille paresseuse s'enfuit en courant. Quel agneau paresseux. Il n'a qu'à se laver tout seul. La jeune fille arriva enfin devant une belle demeure. La jeune fille paresseuse entra et demanda du travail aux 7 fées qui vivaient dans la maison. Les fées lui proposèrent de rester 1 an et de faire le ménage de 6 chambres seulement. N'oublie surtout pas, jeune fille, tu ne devras jamais entrer dans la 7e chambre. La jeune fille paresseuse nettoya chaque jour les 6 chambres à contre-cœur pendant plusieurs mois. Jusqu'au jour où, ne pouvant contenir sa curiosité, elle entra dans la 7e chambre.
Mais au lieu des pièces d'or et d'argent, elle y trouva des guêpes et des chauves-souris. Les guêpes piquèrent tant la jeune fille paresseuse qu'elle avait des marques partout. Elle avait très mal. La jeune fille s'enfuit en courant pour rentrer chez elle. En chemin, elle croisa l'agneau qu'elle avait refusé de laver. Il était couvert de perles. La jeune fille essaya de l'attraper pour lui prendre des perles, mais l'agneau s'enfuit en courant. La jeune fille reprit sa route, épuisée. Elle arriva devant le four en pierre qu'elle avait refusé de réparer. De beaux pains tout chauds étaient posés devant. Quand la jeune fille essaya d'en prendre, le four chauffa et la jeune fille paresseuse se brûla les mains. En s'enfuyant, la jeune fille passa devant l'arbre qu'elle avait refusé d'arroser. Les branches de l'arbre étaient couvertes de fruits. Quand la jeune fille paresseuse essaya d'en cueillir, l'arbre se pencha en arrière. La jeune fille alla de l'autre côté, mais l'arbre se pencha dans l'autre sens. Fatiguée de courir partout, la jeune fille paresseuse finit par renoncer à cueillir les fruits. Elle marcha 2 jours de suite sans s'arrêter et arriva enfin chez elle. En la voyant arriver, les vêtements sales et couvertes de plaies, son père et sa sœur furent stupéfaits. Pleine de remords, la jeune fille leur raconta ses mésaventures. Je ne peux pas croire que ça fasse aussi mal. J'aurais dû les écouter. Me voilà bien punie. Ma très chère sœur, tu comprends maintenant combien il est important de ne pas ménager sa peine. Rappelle-toi, ma fille, si tu travailles dur, avec honnêteté et bonne volonté, tu seras tôt ou tard récompensée, mon enfant. À partir de ce jour, la jeune fille ne fut plus jamais paresseuse. Les 2 sœurs travaillèrent dur toutes les 2 et en furent bien récompensées. Et toute la famille vécut ensemble une vie paisible et heureuse dans leur charmante maison.